Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde en direct. Ravi de vous retrouver. Au sommaire ce soir, la survie de la gauche aux législatives. Après les écologistes, les communistes viennent de signer un accord avec les insoumis, mais ça bloque toujours avec les socialistes. Nous verrons pourquoi. Simple marchandage électoral pour sauver les meubles. Ou nouveau programme commun dicté par Jean-Luc Mélenchon. On en débat dans un instant avec nos invités. Notre grand témoin ce soir s'est transformé le temps d'un essai en médecin légiste. Il s'est appliqué à disséquer les organes de la gauche pour identifier les maladies qui la rongent. En trahissant l'idée de progrès, elle a tourné le dos à l'avenir. C'est l'anatomie de cette trahison qu'il nous propose dans son dernier livre. Renaud Dely est avec nous ce soir. Enfin, nous retrouverons nos affranchis pour leur parti pris. Ce soir, Fanny Guinochet nous propose l'ordonnance de Martin Hirsch pour sauver l'hôpital. L'analyse d'Isabelle Lasserre pour comprendre l'offensive de la Cour suprême américaine pour remettre en cause le droit à l'avortement. Et puis, un nouveau rendez-vous quotidien avec Elsa Mondingava, les 577 météo complètes de la campagne des législatives. Voilà pour le menu, c'est parti. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir, Renaud Dely. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Journaliste, éditorialiste politique tous les matins sur France Info pour les informer notamment. Et puis le samedi sur Arte aux manettes du magazine 28 minutes. Vous signez aux éditions de l'Observatoire cette anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès. C'est un essai très stimulant, sans appel. Aussi, il faut bien le dire, sur les différents renoncements, trahisons, le mot est très fort, de la gauche qui l'ont mené, dites-vous, jusqu'à la mort clinique. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Je vois que vous faites un peu la moue dubitatif. Non. Non, vous assumez. Des gens de gauche là, c'est pour ça que ça peut faire une mauvaise ambiance à un moment, mais bon. On va dire dans le coma. Voilà, la mort clinique n'est pas encore complètement constatée. Voilà. La gauche contre le progrès électoral. On peut en sortir du coma. L'espoir est permis. On va commencer avec l'actualité qui interroge d'ailleurs d'une certaine façon votre thèse. Elle nous mène tout droit devant le siège parisien des Insoumis où les négociations avec les socialistes s'éternisent. Il reste des points qui sont des points de blocage pour l'instant, à la fois sur le fond, mais essentiellement sur la question des circonscriptions. Honnêtement, le Parti socialiste peine à intégrer un peu le résultat qui a été le sien à l'élection présidentielle. Voilà, coup de pression à la mi-journée ou constat d'échec, on va le savoir, on est en direct, peut-être qu'on aura une fumée blanche tout à l'heure à l'issue de ce long conclave au siège des Insoumis. Le PC en revanche a topé avec LFI. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau, député La France Insoumis de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes élu communiste de Paris et vous avez soutenu bien évidemment Fabien Roussel pendant la campagne présidentielle. Adrien Broche de l'Institut de sondage Via Voice va nous rejoindre dans un instant. Il vient de publier une note à la Fondation Jean Jaurès sur la gauche. On verra si elle a encore un espace ou pas. On va commencer par un petit point socialiste. Ils ne sont pas là ce soir, mais vous participez en partie à ces discussions, Alexis Corbière. Qu'est-ce qui coince ce soir exactement avec les négociateurs socialistes? Est-ce qu'ils sont trop gourmands, c'est ça? Ils demandent trop de circo gagnables? Déjà, je rends hommage à ceux qui sont vraiment dans les négociations. Moi, je suis pas directement autour de la table. Mais pourquoi vous présentez les choses comme ça? Je veux dire, moi, j'ai envie de dire aux gens, méfiez-vous d'un accord qui serait trop rapide. Parce que d'abord, ce qu'on a voulu, c'est qu'il y ait une discussion politique qui prend du temps. Et Stéphane Blakowski nous a quittés. Je comprends qu'on puisse prendre ça avec de l'humour, mais on peut pas, pendant des mois, nous avoir servi le fait que l'union était impossible, qu'on était tous des imbéciles. Et voir maintenant que quand il y a une discussion qui a lieu, qu'il y a une discussion sérieuse, elle prend un certain temps. Et après... Vous auriez pu la faire avant aussi. Ben non, justement. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait un résultat à l'élection présidentielle qui crée des conditions, qui ait une force, qui, d'un point de vue électoral, est en capacité de faire l'union. Je vais vous dire, j'ai une phrase, je la pique à quelqu'un qui m'agace souvent, c'était François Hollande, mais il disait, c'est pas tellement l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. Non mais c'est la force. On voit que l'union est en marche. C'est Alexis Corbière, c'est du François Hollande, c'est que... Non mais je trouvais que pour le coup c'était vrai. Il disait, c'est pas l'union qui fait la force, qui est une phrase qu'on dit souvent, c'est la force qui peut faire l'union. Le problème jusque-là, c'est que tout le monde contestait le leadership de chacun. C'était sans fin. Et vous aviez évidemment un jeu de dupes, de gens qui parlaient d'unité, c'était ridicule, parce que tous voulaient l'unité derrière eux. Les électeurs, quelque part, ont tranché une ligne politique. À savoir que c'est le programme qui est le nôtre qui marche devant. À partir de là, ce que nous faisons, prendre nos responsabilités au soir du programme qui marchait devant. Oui, c'est notre structure de programme. Je comprends qu'il n'y a pas grand-chose non plus sur le fond à négocier de votre côté. C'est tout l'inverse. Mais j'ai envie de dire, avec toute l'affection que j'ai pour vous, lisez les documents.
Ça n'est pas une reddition, il faut arrêter de dire ça. Mais évidemment qu'à partir du moment où vous avez une responsabilité, 22% sur votre candidat et votre programme, c'est pas pour, comment dirais-je, le charme de M. Mélenchon que vous ne cessez de critiquer, c'est d'abord sur les idées. Prenez pas les électeurs pour des imbéciles. Vous n'êtes pas d'accord sur la retraite avec les socialistes, vous n'êtes pas d'accord sur le nucléaire avec les socialistes, vous n'êtes pas d'accord sur l'Europe avec les socialistes, vous n'êtes pas d'accord sur l'OTAN avec les socialistes, vous n'êtes pas d'accord sur la livraison d'armes à l'Ukraine avec les socialistes. Pourquoi vous négociez? Pourquoi vous acceptez d'ouvrir la porte? Je prends le premier point. Je prends le premier point. Quand on est socialiste, non mais même, je prends cette si vous voulez, on peut tous. Vous m'avez fait une litanie, mais je peux le refaire. On en parle déjà depuis plusieurs jours. Mais est-ce que quand on est socialiste, est-ce qu'on est contre la retraite à 60 ans? En 1981, dans les 110 propositions de François Mitterrand, il y avait la retraite à 60 ans. J'ai envie de dire, on est fidèle au socialisme quand on se bat pour la retraite à 60 ans. Donc n'inventez pas des thèmes qui sont des faux thèmes. Et après le reste, on peut continuer à les décliner. Je crois que quand on est socialiste, on est attaché à la critique de la Ve République parce que l'histoire du Parti socialiste, et non pas de la SFIO, naît dans le refus de François Mitterrand de la Ve République. Et je peux vous prendre tous les thèmes. C'est un retour aux sources. Alors moi, je pense, avec d'autres, moi, avec Jean-Luc Mélenchon, qui est milité au sein du Parti socialiste, que l'évolution tellement éloignée de ces bases était telle qu'il fallait rompre avec le PS, participer à ce que nous avons fait pour qu'on puisse reconstruire aujourd'hui dans ce pays une force sociale qui recrée un espoir dans ce pays. Alors je ne sais pas si on gagnera, je le souhaite, mais c'est ça l'objectif. Je voulais juste quelques petites infos pour commencer avec vous. Qu'est-ce qui coince? Évidemment, c'est l'Europe, c'est programmatique, est-ce que c'est les circos, je pense que sur le fond programmatique, on a avancé, mais Emmanuel Bompard, qui mène les négociations, l'a dit, il faut aussi que nos amis socialistes, avec toute l'affection que j'ai désormais pour eux, comprennent qu'il y a eu aussi un résultat électoral et qu'ils ne peuvent pas être trop gourmands. Donc on a à ce moment de discussion et on va y arriver parce que je pense qu'Olivier Faure et les négociateurs sont des gens raisonnables. C'est un peu normal. Ils veulent combien? Une soixantaine, 80, 100 circonscriptions? Les chiffres dans tout ça, nous aussi, on a fait plus que des gestes. Donc on va y arriver. Mais chacun comprendra que, il faut trouver le point d'équilibre. Et je pense aussi que les socialistes sont face à des débats internes que je prends au sérieux. Je vois qu'il y a toute une série de grandes personnalités incontournables et qui croient qu'il est utile, qui font le jeu d'Emmanuel Macron là-dedans. C'est dommage. Moi, je pense que les gens, ils veulent qu'on gagne en juin. C'est la seule chose qui les intéresse. Je voulais qu'on commence par ce petit point sur les socialistes, puisqu'ils sont en négociation. René Dely, comment vous comprenez ce qui se joue en ce moment à gauche? Ce qui est très intéressant, il faut distinguer les négociations, en fait. L'accord est déjà conclu entre les Insoumis et les communistes. C'est normal, parce que idéologiquement, politiquement, programmatiquement, il n'était pas si éloigné que ça sur tous les sujets environnementaux et sociaux en particulier. Il y avait un sujet qui fâchait, c'était le nucléaire, vous l'avez dit. Il a été rangé sous la table, on en parlera plus tard, dès lors l'accord est naturel. Après, j'ai regardé attentivement cet accord, pour le coup, on peut comprendre que pour certains socialistes, ce soit difficile d'avaler à peu près les mêmes éléments. Vous avez évoqué la désobéissance dans certaines circonstances aux règles européennes, évidemment ça pose un problème à certains socialistes. Il y a aussi dans l'accord qui a été conclu avec les communistes aujourd'hui un certain nombre de renationalisations extrêmement importantes, les banques généralistes, les autoroutes, les aéroports, EDF, Engie, tout ça, c'était pas dans le programme d'Anne Hidalgo et des socialistes ces dernières années. On est d'accord que quand on est socialiste, on n'est pas contre ça. Non mais attendez, en tout cas c'était pas leur programme. Je dis juste ça. D'accord. Historiquement, on se renie pas quand on est pour nationalisme. Je parle d'actualité, je parle juste de la campagne présidentielle. C'était pas le programme d'Anne Hidalgo. Le retour à la retraite à 60 ans, c'était pas le programme d'Anne Hidalgo, c'était la retraite à 62 ans. Sans parler effectivement des livraisons d'armes à l'Ukraine ou encore du sort du pass vaccinal d'ailleurs, puisque vous étiez et vous êtes pour son abolition alors que les socialistes l'avaient voté. Donc on voit bien que sur le fond, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les socialistes de le signer. Après, on peut penser qu'ils vont le faire pour une raison simple, c'est que la direction actuelle du Parti socialiste, en l'occurrence conduite par Olivier Faure, d'abord elle s'est énormément engagée dans cette voie. Et ensuite, en fait, depuis 5 ans, cette direction-là, Olivier Faure le premier, a été le principal procureur du quinquennat de François Hollande, qui évidemment, il s'agit d'éradiquer, de tourner cette page-là dans la tête des Insoumis et de la direction actuelle du PS. Donc dès lors qu'il a été lui-même, pendant 5 ans, le principal procureur du quinquennat de François Hollande, qu'il a qualifié de trahison, ce qui a d'ailleurs, à mon avis, contribué aussi à affaiblir la candidate socialiste à la présidentielle. Il n'y avait aucune raison de voter socialiste dès lors que les socialistes eux-mêmes faisaient le procès de leur passage au pouvoir. Je pense que la direction du PS signera cet accord. Reste à savoir si effectivement, combien de socialistes, de barons, d'éléphants, d'anciens ministres, resteront sur le bord de la route. Le parti de Jean Jaurès. Yann Brossard, on va parler avec Stéphanie Despierres qui nous attend devant le siège des Insoumis qui a suivi cette longue journée de l'accord avec les communistes dans le détail dans un tout petit instant. Mais votre regard, ça m'intéresse de savoir. Ce sont des gens qui ne se sont pas parlé depuis des années, 10 ans presque, les socialistes et la France insoumise. Ils se reparlent. On peut comme ça, en quelques semaines, retrouver une langue commune. Franchement,
Ça les concerne. En tout cas, pour ce qui concerne les communistes, nous avons toujours discuté avec à peu près tout le monde, à la fois avec les socialistes et avec les insoumis. Il y a d'ailleurs beaucoup de communes en France qui sont dirigées par des équipes dans lesquelles on retrouve l'ensemble de ces composantes de la gauche. Donc moi, en tout cas, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que la gauche retrouve le chemin du dialogue, qu'elle soit capable de se rassembler à travers l'ensemble de ses sensibilités. Et c'est la force de Jean-Luc Mélenchon. Au fond, c'est ce que dit Alexis Corbière, qui impulse l'union et pas l'inverse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le choix qu'il a fait de tendre la main à l'ensemble des composantes de la gauche contribue au fait que nous en soyons là aujourd'hui. Et pour ce qui nous concerne, nous, au Parti communiste, il nous paraît bien naturel de participer à un tel rassemblement. Et nous sommes très heureux du fait de pouvoir se présenter de manière rassemblée. Vous savez, le 1er mai, les gens ne nous parlaient que de ça. Quand est-ce que vous vous rassemblez? Quand est-ce que vous êtes capable de vous présenter unis devant les électeurs? Qu'on y soit arrivé, c'est une bonne chose. Alors on va essayer de comprendre sur quoi vous vous êtes rassemblés avec Stéphanie Despierres, parce qu'on a l'impression qu'on peut se rassembler côté écolo, puis se re-rassembler, mais pas tout à fait sur la même ligne avec les communistes. Bonsoir Stéphanie Despierres, vous avez suivi cette longue journée de négociation PS-PC. On commence par le PC qui officialise donc un accord flambant neuf ce soir. Oui, un peu avant, à 18h, la fumée blanche, rose, rouge, peut-on dire, est tombée. Le PCF a officialisé son accord avec les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon est arrivé quelques minutes plus tard ici à son QG. Les deux formations de gauche vont donc concourir sous une bannière commune pour les législatives. Les communistes présenteront des candidats dans une 50aine de circonscriptions, dont celle des 11 sortants et 5 autres qu'ils jugent gagnables. S'ils ont 15 députés élus, ils pourront garder un groupe communiste autonome à l'Assemblée nationale, mais ils s'engagent à défendre un programme commun avec les Insoumis. Le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans, la nationalisation d'EDF et des autoroutes, la 6e République. Et enfin, sur l'Europe, ils s'engagent à défendre une désobéissance aux règles de l'Union européenne chaque fois qu'ils le jugeront opportun. Je reviens vers vous, Yann Brossat, pour vous faire réagir dans un instant. Mais côté socialiste, puisque là, on est en direct, 19h47, du nouveau ou pas ? 19h47, ça fait plus de 10 heures que le Parti socialiste et sa délégation sont au siège des Insoumis et négocient, et ça coince sur le fond. Les termes de désobéissance aux règles de l'Union européenne, comme le stipule l'accord signé avec les communistes et les Verts, est une formulation qui a du mal à passer chez les socialistes. Et puis, il y a surtout des désaccords sur la forme, sur les circonscriptions et leur répartition. Mettons un candidat insoumis, mettons un candidat socialiste. Vous l'avez entendu à la mi-journée, Manuel Bompard pour les Insoumis a mis la pression sur les socialistes, estimant qu'ils étaient un peu trop exigeants au regard de leur score à la présidentielle. Cela a agacé côté socialiste, mais les discussions ne sont pas rompues. Les Insoumis expliquent qu'on va y arriver. Les négociations pourraient se terminer très tard ce soir, mais c'est ce soir ou jamais, dit-on du côté de la France insoumise. Manuel Bompard, négociateur en chef, disait tout à l'heure, on ne reviendra pas demain. Ce soir ou jamais. Donc merci beaucoup Stéphanie Despierres. Je reviens vers vous, Yann Brossat. Donc vous vous y retrouvez, une 50aine de circonscriptions, plus 5 gagnables. Donc ça, c'est un progrès. Un groupe assuré. C'est ça que vous recherchiez avant tout. Sauver votre groupe. Parce qu'on a quand même de l'extérieur. Il y a quand même des électeurs qui votent. Et à la fin, on connaît quand même la carte électorale. Non, évidemment, et le mode de scrutin. C'est effectivement un accord qui va nous permettre d'avoir une représentation renforcée, sans doute, je l'espère en tout cas, à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'écouter ce que nous disent les gens. Comme je vous le racontais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que veulent les gens de gauche, c'est qu'on soit unis, c'est qu'on soit rassemblés. Et donc, si nous étions restés au risque d'apparaître un peu comme des boutiquiers, mais non, je ne le pense pas du tout. Vous savez, c'est pas ce que les gens nous disent. Ce que veulent les gens, c'est que leur vie change, c'est que le pouvoir d'achat augmente, c'est que les salaires augmentent, c'est que les pensions de retraite augmentent, c'est qu'on en finisse avec des réformes qui sont systématiquement des réformes. Vous vous souvenez de Fabien Roussel qui affirmait sans cesse cette différence avec Jean-Luc Mélenchon sur la République, notamment. Il peut y avoir un certain nombre de nuances, mais vous savez, sur le nucléaire, sortie du nucléaire auquel vous êtes opposé, n'est pas dans l'accord, enfin, il a été mis à part, alors qu'il est dans l'accord avec les Verts. Alors moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'on peut faire des accords de coalition? Vous savez, j'ai un Ou est-ce qu'il y a un accord de coalition? Pour vous, la gauche a toujours été divisée sur cette question. Toujours. Mais ça ne nous a pas empêchés de gouverner ensemble. Et si on raisonnait comme ça, jamais on ne gouvernerait nulle part ensemble. Bien sûr qu'il y a des nuances, bien sûr qu'il y a des différences. Et l'hypocrisie, ça aurait été de faire semblant qu'elle n'existe pas. Bien sûr qu'il y a ces différences-là. Il y a aussi une coalition avec un rapport de force. C'est la France insoumise. On ne parle pas de la sortie du nucléaire. Dans l'accord avec les communistes, on en parle avec les écologistes.
c'est compatible, ça va de soi, parce qu'à la fin, il n'y a qu'un seul accord de coalition, normalement. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est quoi la priorité des Français? C'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des salaires. Et donc, est-ce qu'on est capable de mettre en place un gouvernement qui s'engage à augmenter les salaires, qui s'engage à redonner du pouvoir d'achat aux Français, à renouer avec des réformes heureuses plutôt que des réformes qui nous pourrissent la vie? C'est quand même ça le grand sujet des gens. Et vous savez, il y a aussi des milliers, je vous le disais tout à l'heure, de collectivités qui sont dirigées par des équipes de la gauche rassemblée. Il y a les mêmes nuances et ça ne nous empêche pas de les diriger ensemble sans pour autant que ce soit le désordre. Bonsoir Adrien Broch et merci d'avoir patienté. Vous êtes à Viva Voice, Via Voice, pardonnez-moi, à l'Institut de sondage Via Voice. Est-ce que ce que disait Yann Brossat correspond aux attentes des Français? On a bien vu tous ces appels à l'union. Il y a une primaire populaire qui a été critiquée ou au contraire plutôt bien regardée d'un bon œil. Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté de les voir négocier entre les deux tours après la présidentielle? Alors la volonté de les voir négocier, c'est difficile à dire. Je pense plutôt, surtout qu'on est sur un accord qui vise des électorats qui se ressemblent en fait. Pas forcément les électorats entre eux, mais disons que chaque parti a plus ou moins le même électorat à gauche. Donc on l'a très bien vu sur le vote utile qui pose assez peu de problèmes puisque les dynamiques se reportent assez facilement sur le vote Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Je pense qu'il y a un peu de sujets ici. On est tous un peu concernés par ça. On a un sujet d'électorat qui regarde ça de manière peut-être un peu plus lointaine que nous, et en voyant plutôt les points communs que les divisions. Ouais. Et puis on a le débat doctrinal, idéologique, qui nous intéresse tous, c'est moi le premier, mais qui nous met peut-être à distance parfois des réalités et des perceptions que peuvent avoir à la fois les Français et les électeurs de gauche. Donc je pense qu'il faut simplement avoir un petit peu ces deux points en tête. Effectivement, on a des points communs entre les électorats de gauche, on le voit sur le vote utile, on le voit, on est prêt à sacrifier peut-être quelques convictions, si tant est qu'on en soit conscient, au profit d'un candidat ou d'une coalition qui soit majoritaire. Y compris PS et Insoumis. Il y a eu une part importante de vote socialiste. Exactement. Sur Jean-Luc Mélenchon et la présidentielle. Exactement. Alors ensuite, on peut discuter de la capacité de l'électorat insoumis et de l'électorat de la future coalition, en tout cas d'aller chercher des électorats qui sont peut-être pas forcément les siens actuellement. On a beaucoup parlé de la différence entre le vote Marine Le Pen et le vote Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, pour le vote Jean-Luc Mélenchon qui a été celui du premier tour, globalement, on peut assurer qu'il peut se retrouver dans à peu près tous les partis de gauche et donc dans une coalition qui les réunit. Sur cette question des contenus des accords, est-il possible d'avoir des différences dans les accords signés par les différentes formations? Depuis tout à l'heure, je vous vois un peu ironiser là-dessus, mais je sais que vous êtes très cultivé. En 97, vous pensez que l'accord de la gauche plurielle, il était extrêmement riche et dense? C'était un rapport de force du PS qui satellisait tout le monde. C'était silence dans les rangs. Mais si Renaud Dély. Jospin avait plutôt tendance à déléguer justement à chacun des partenaires de la gauche plurielle. On a vu le résultat. Exactement. Non mais vous confirmez ce que je suis en train de dire. C'était très faible du point de vue de l'homogénéité politique et chacun délégué à tel point qu'il a cru pouvoir renouveler la stratégie en 2002 et ça a été un échec. Nous, on fait l'inverse. Vous ne trouverez jamais dans l'histoire depuis au moins plusieurs décennies d'abord d'une discussion de fond qui a lieu. Et évidemment, Yann Brossat a raison de dire que si vous allez de suite à la difficulté en permanence que jeter du sel sur le point de départ, vous ne ferez pas l'essentiel. Et c'est d'abord ce qu'attendent les gens pour créer une dynamique positive dans le pays, c'est qu'on change la vie vraiment. Augmenter les salaires, défendre les services publics, créer les conditions, effectivement, d'un autre rapport de force sociale qui a été extrêmement dégradé, etc. Ce qui amène d'ailleurs à ce que... de gagner la majorité à l'Assemblée nationale. Sans blague, ça m'avait échappé. Mais précisément pour la gagner, le quinquennat nous oblige quoi? À garder d'abord notre électorat. Le quinquennat aujourd'hui, il a tué la vie parlementaire. C'est une reproduction mécanique de la présidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Le camp du gagnant reste relativement mobilisé, le camp des perdants est totalement démobilisé. Le choix que nous avons fait, et je félicite LV et le PCF de le faire avec nous, j'espère que le PS viendra de dire mettons un enjeu dans les législatives qui viennent. Parce que je vais vous dire, Emmanuel Macron est le président le plus mal élu, il fait 38% des électeurs inscrits. Je vais vous livrer un scoop, il est élu au second tour, essentiellement dans un rejet de Madame Le Pen. Vous dites inscrits, mais on regarde les exprimés en général. Oui, non mais ça compte les inscrits. Vous savez ce qu'on appelle l'électorat, 48,7 millions de gens. Donc ça veut dire que... Avec l'abstention, forcément, ça compte. Mais c'est nous notre stratégie. Je ne sais pas. Donc comment je garde, et je termine là-dessus, comment je garde mobiliser notre électorat, à la fois des gens qui ont voté Mélenchon et de tous nos amis. Si je mets pas d'enjeu, je vais vous dire,
Les gens, ils en ont rien à fiche des partis. Très intéressant. Si je mets pas d'enjeu en disant les gens ne viendront pas voter par sympathie pour les partis. C'est donc l'intérêt que vous avez à la coalition. Gardez vos électeurs. Et je me félicite que ELV, le PCF, même le PS demain se disent malgré les différences qu'on a, l'enjeu est tellement important. Changer la vie et on verra s'il y a des difficultés, on discute sur le fond et on essaie d'y arriver. Et on peut gagner. Cette stratégie qui est à la fois une stratégie de communication et politique, est politique, mais aussi de communication. Il y a un message. Oui, elle est extrêmement habile. Ça, j'approuve totalement ce que vous dites. Effectivement, elle est extrêmement habile. Elle est pensée depuis le soir de la défaite, en fait, puisque Jean-Luc Mélenchon, qui a perdu pour la 3e fois consécutive au premier tour de la présidentielle, a inventé aussitôt un 3e tour, puis un 4e tour, voire un 5e tour dans la rue, en répétant effectivement que Emmanuel Macron avait été très mal élu, alors que lui, il aurait été quasiment vainqueur. Donc c'est une façon de continuer à mobiliser les troupes, c'est vrai. Dans affiche un premier temps, électorale à l'appui Mélenchon. Alors effectivement, c'est quand même plutôt Emmanuel Macron qui a été élu 2 fois. Mais dans un deuxième temps, Alexis Corbière a raison. Le principal risque pour les camps qui ont perdu la présidentielle, à chaque fois, depuis l'instauration du quinquennat il y a 20 ans, c'est la démobilisation de leurs électeurs aux élections législatives qui suivent. On l'a vu à chaque fois. Et effectivement, il y a 5 ans, les Insoumis ont perdu 8 points entre les 19,5 de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et les 11% de leur candidat législative. Donc afficher Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, mettre en scène cet enjeu, ça vise effectivement à éviter une démobilisation. Et troisièmement, en fait, dans cette affaire, tout le monde a bougé. Parce que c'est exactement l'inverse de la stratégie qui avait été celle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. C'est-à-dire, il y a eu 2017, Jean-Luc Mélenchon ne voulait absolument pas se poser en rassembleur de la gauche. Il récusait même le mot de gauche, qu'il jugeait à jamais à jeter aux oubliettes dès lors qu'il avait été délégitimé par François Hollande. C'est ce qu'il a répété, Jean-Luc Mélenchon. Il parlait était plutôt sur une stratégie plutôt, on va dire, populiste, qui dépassait. On continue à parler, nous, d'union populaire. Ce que je continue à penser que c'est un mot qui est blessé. Mais là, vous parlez de la gauche toute la journée dans ces réunions. Oui, il y a chercher à rassembler la gauche. Mais vous observerez que le mot gauche avec Corbière. Non, toujours. Moi, je suis un homme de gauche, c'est pas ça mon problème. Mais c'est ce que dit. Non, mais le mot était récusé par vous et moi, on aime l'histoire. Vous savez très bien que dans la longue histoire dont je me réclame, elle a plus de 2 siècles. Le combat qui est le mien, celui de l'émancipation, celui du camp du travail, il y a eu plein de mots. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est aussi un débat sémantique. Il y a des mots. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez plus de problème avec le mot gauche. Non, ce que je veux vous dire, c'est bien sûr, je suis pour l'union de la gauche, mais je pense qu'à la différence des années 70, il suffit pas de dire ce mot pour que les gens comprennent ce que vous voulez dire. À trop évoquer le passé, moi qui suis un amoureux du passé, vous créez vous-même un obstacle à certaines choses. Donc, quand nous disons que nous voulons faire autre chose, ça aussi son importance, parce que malgré tout, l'expérience du passé est synonyme d'échec pour beaucoup de gens. Je rappeler que tout le monde avait bougé, y compris vous. J'entends bien, non, mais ce que je veux dire, c'est que rester fidèle à des idées, parfois, il faut changer un peu. Jean-Luc Mélenchon, au fond, c'est quand même son 3e échec à la présidentielle, et donc il se rend compte que il se rend compte peut-être que la prochaine fois, il faudra y aller. Un truc positif sur ce qu'on fait depuis. Ensemble. Parce que depuis le début de l'émission. Renaud Dely dit que Jean-Luc Mélenchon est très habile, qu'il a perdu de peu, 22%. La division de la gauche au premier tour de la présidentielle et notamment la candidature de Fabien Roussel qui a contribué à l'élimination. C'était ma question. Jean-Luc Mélenchon négocie, parle avec tous les partenaires de gauche. Peut-être se rend-il compte que la prochaine fois, il faudra y aller unis. Il ne peut pas gagner seul jusqu'à présent. Est-ce que vous ne regrettez pas du coup d'avoir présenté un candidat communiste au Non, et d'ailleurs, ce qui fait que la gauche progresse au premier tour de l'élection présidentielle, puisqu'elle progresse de 4 points par rapport à 2017, c'est aussi la candidature de Fabien Roussel, qui a amené à gauche, ramener à gauche des électeurs qui en étaient partis. Vous savez, on peut retourner le passé dans tous les sens. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les élections législatives qui arrivent. Et ce que je vois, et Alexis Corbière a eu raison de le dire, c'est qu'on a enfin des élections législatives qui vont avoir un intérêt. C'est-à-dire que l'inversion du calendrier électoral avait complètement dévitalisé les élections législatives, avec effectivement des élections législatives qui ne consistaient qu'à confirmer le résultat de l'élection présidentielle. Enfin, on va avoir des élections législatives qui vont permettre aux électeurs de choisir un projet de société. Est-ce qu'on veut la retraite à 60 ans ou est-ce qu'on veut la retraite à 65 ans? Est-ce qu'on veut l'augmentation des salaires ou est-ce qu'on veut à nouveau des cadeaux pour les actionnaires? Ce sont ces questions-là que les électeurs pourront trancher et avec au bout la possibilité d'une victoire. C'est pas rien quand même. Et donc je pense que, bien sûr, on peut regretter ce qui s'est passé à la présidentielle, mais en tout cas, ce qu'on a commencé à faire à la présidentielle est aussi porteur d'espoir pour ces élections législatives. Fabien Roussel qui tweet aujourd'hui sa joie de l'accord qui, un 3 mai, lui fait penser à cette date anniversaire, s'il en est symbolique, de 36. 3 mai 36, c'est comparable, franchement? La coalition de Léon Blum et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui? Vous le verrez une fois qu'on aura gagné. En tout cas, l'idée qu'on doit se fixer cet objectif-là, c'est évidemment très enthousiasmant. Je pose une question. Non, mais d'après vous, Alexis Corbière, moi, je pense que c'est comparable. Pose simplement. Moi, je pense c'est comparable. Je pense que c'est comparable, je vais prendre l'inverse. Aussi dans la nature des attaques contre nous.
toujours pareil, manipulé par l'étranger, ralliement et renoncement sur les principes. Si vous Personne n'a dit ça ce soir. Non, je parle pas de vous, mais dans la presse actuellement, les critiques, ça nécessiterait une autre émission. J'ai lu des ouvrages sur les années 30 conduits par Renaud Dédy. Cher Renaud, relisez tout ça. La nature des attaques que l'on subit aujourd'hui, c'est un échec économique, c'est pas sérieux économiquement, c'est la même chose qui a été contre le Front populaire. Il y a une affiche terrible contre le Front populaire qui est un ouvrier écrasé par les 40 heures en disant la réduction du temps de travail, ce sera le chaos économique. On nous a toujours sorti ça et on nous dit aujourd'hui la même chose. C'est pas sérieux au plan économique. Moi, je pense qu'il y a dans ce pays une attente très forte. Et aussi, j'oublie pas, pour terminer, je vous donne la parole, sur les questions stratégiques, je reviens pas sur le passé, mais il y a aussi 12 à 13 millions de gens qui se sont abstenus. Et sociologiquement, ces gens sont souvent ceux des milieux populaires. Et créer l'espoir, c'est non seulement garder notre camp mobilisé, mais si je le souhaite, j'espère qu'on y arrivera, pouvoir aussi 1, 2, 3 millions, pourquoi pas supplémentaires de gens aller qui chercher ne les croyaient pas à la abstentionnistes de la présidentielle, qui disent on peut y gagner. C'est ça l'objectif. Adrien Broche, sur les attentes justement des Français, Clémentine Autain dans Libération ce matin expliquait qu'au fond, cet accord de coalition, c'était la suite logique du non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Est-ce qu'il y a un centre de gravité à gauche aujourd'hui qui pourrait se retrouver tel le Front populaire si cette coalition marchait et pourquoi pas était représentée in fine au gouvernement ? Je pense qu'effectivement, la question, c'est d'abord de savoir est-ce qu'il y a davantage de points communs que de points de dissensus à gauche. Et une fois qu'on a identifié les points de dissensus, savoir la nature et le degré qu'il y a justement entre les différents désaccords qui peuvent y avoir à gauche. Alors si on prend un certain nombre de sujets, et moi je suis dans le rôle du commentateur, donc c'est toujours beaucoup plus simple, mais sur le rapport évidemment au nucléaire, sur le rapport aux identités et à la République, sur le rapport à l'international, c'est aux partis et à eux-mêmes de trancher. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas surestimer la percée électorale dans presque les consciences citoyennes d'un certain nombre de désaccords qui peuvent être très importants pour nous, beaucoup moins importants pour un certain nombre d'électeurs à gauche qui, encore une fois, je pense, se retrouvent plutôt derrière cette dynamique d'union. Donc voilà, je pense que est-ce qu'il y a des choses qui rassemblent à gauche? Si oui, quelles sont les choses qui ne rassemblent pas? Quelle est la puissance des choses qui fait que les gauches ne sont pas en accord les unes avec les autres, surtout que on voit qu'il y a même théoriquement des décalages, puisque le rapport au libéralisme économique et le rapport au libéralisme culturel ne sont plus totalement corrélés, c'est-à-dire que plus on se déplace vers la gauche disons radicale, anticapitaliste, c'est pas pour autant qu'on va se trouver sur une gauche qui va être très anti-libérale sur le plan des mœurs et du rapport culturel. Donc il y a une attente, mais il y a évidemment des difficultés, je pense, des dissensions intellectuelles qu'il ne faut pas sous-estimer. L'union de la gauche à portée de la main. Merci beaucoup. To be continued, comme on dit en beau français. On verra ce que ça donnera avec les socialistes. En tout cas, les éléphants, un ancien Premier ministre, menace de quitter le parti. Je fais le pari que ça va se faire. Ça va se faire? Vous pensez tous que ça va se faire? Je l'espère en tout cas. Oui. Je pense, Bon. Merci beaucoup. Merci d'être venu débattre sur le plateau d'LCP.